7 minutes ont suffi pour faire basculer Dar es Salaam. Une coupure précise l'a brièvement effacé du monde numérique avant de révéler des braises politiques encore vives longtemps sous les écrans rallumés. Que dit vraiment cet effacement soudain à Ibrahim Traoré et à nous? Une vérité sombre affleurait encore dans l'ombre. La nuit tanzanienne a laissé une question brûlante. Que signifie vraiment une coupure de 7 minutes dans un pays où l'information circule comme un souffle collectif? Le récit qui suit promet de démêler ce risque fondamental. Comprendre comment un simple interrupteur peut remodeler la perception du pouvoir et l'architecture même de la confiance publique. Pour mesurer l'enjeu, il faut regarder ce blackout non comme une anomalie, mais comme un test grandeur nature de la vulnérabilité numérique moderne. Les urnes brûlées, les flux détournés et les écrans soudain muets ne constituent pas seulement des images spectaculaires. Ils révèlent un équilibre précaire entre sécurité proclamée et fragilité réelle. Et voici le micro-hook. Le contrôle d'un réseau n'éteint jamais totalement les récits qui s'y cachent. Ce reportage explorera ainsi 3 tensions majeures: la gestion politique du silence, la capacité technique des populations à contourner l'effacement, et la manière dont une coupure brève peut redessiner durablement la relation entre État et citoyens. C'est dans cet entrelac de risques mesurables et de choix moraux que se joue la portée véritable de cet épisode. La révélation est apparue dès l'aube. Avant 23h17, le trafic tanzanien atteignait encore 18,6 Gbps. Mais moins de 8 minutes plus tard, il chutait de près de 80. Cette contraction brutale n'était pas un accident isolé. Elle dévoilait une mécanique intentionnelle où le silence devenait un outil opérationnel. Dans ce basculement précis, les premières secondes ont agi comme un déclencheur, car les routeurs se sont éteints les uns après les autres, dessinant une baisse synchronisée que les ingénieurs de Dar es Salaam n'avaient jamais observée. Chaque clignotement disparu racontait la même cause, une impulsion unique venue d'en haut. Les fournisseurs, frappés simultanément, ont laissé un pays entier déconnecté de son souffle numérique. Ce cœur artificiel s'est arrêté non pas par fatigue, mais par décision. Ensuite, l'absence a provoqué un effet ricochet inattendu. Les rues se sont chargées d'ombres oscillantes, les urnes endommagées ont réapparu sous la lumière mobile des téléphones encore connectés par VPN, et les premiers fragments vidéo se sont faufilés hors du pays malgré les verrous imposés. Le silence technique a donc nourri un mouvement inverse, un flux humain plus dense, plus déterminé, plus visible. En réponse à la coupure, les conversations de proximité ont remplacé les messages instantanés, révélant une structure sociale capable de se réorganiser à la minute. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait cette séquence sur un flux interne et y voyait une suite logique. Un pouvoir qui éteint les signaux finit toujours par éclairer ce qu'il voulait cacher. Il interprétait la chute du trafic comme un indicateur moral, non comme une simple mesure technique. Chaque minute silencieuse devenait une preuve. Couper la connexion ne coupe pas la volonté. Ce contexte resserré explique comment une panne minutée s'est transformée en laboratoire continental, où la peur semblant imposée a généré sa propre rupture. Dans les heures qui ont suivi la coupure, les récits locaux se sont matérialisés sous des formes presque archaïques. Les chauffeurs de taxi ont adopté le rôle de messagers improvisés, relayant les nouvelles d'un quartier à l'autre, tandis que des étudiants se chargeaient de regrouper les bribes d'informations venues d'applications encore connectées par VPN. On aurait dit que la ville, amputée de son réseau, tentait de reconstruire un système nerveux parallèle, fait de gestes, de murmures et de déplacements rapides. Aïcha, dont l'image tremblante avait déjà circulé la veille, est devenue malgré elle un point de repère dans cette recomposition. Sans prononcer plus qu'une poignée de mots, elle donnait à cette nuit une incarnation humaine, une étudiante de 22 ans, ni militante aguerrie, ni figure désignée,
mais témoin lucide d'une fracture qui dépassait sa propre histoire. Son selfie, capturé dans une pénombre agitée, a fini par symboliser la persistance d'une voix qui refuse de s'éteindre. Dans l'ombre plus lointaine, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ce phénomène avec une attention mêlée de prudence et de curiosité stratégique. Pour lui, cette réaction spontanée constituait un signe important. Lorsqu'un réseau officiel tombe, un réseau humain se déploie presque immédiatement, révélant les contours d'une souveraineté qui ne dépend pas seulement des câbles, mais des individus. Ce déplacement rapide des dynamiques de communication a ainsi posé la question essentielle. Que devient l'autorité lorsqu'elle ne contrôle plus le canal, mais seulement le silence? C'est dans cette tension que se sont dessinés les premiers impacts mesurables, non pas sur les infrastructures, mais sur la conscience collective. Le déclencheur a eu lieu en quelques secondes. À 23h17, les routeurs côtiers ont cessé d'émettre. Les indicateurs de charge ont basculé vers le rouge. Puis les signaux se sont effondrés comme un seul organisme frappé au cœur. Aucun ingénieur ne parvenait à expliquer pourquoi 3 axes de fibres distincts tombaient simultanément. Ce premier point de rupture a ouvert une brèche que personne, ni à Dar es Salaam, ni au gouvernement central, ne maîtrisait vraiment. Le basculement vers le chaos contrôlé, le véritable climax, est survenu 3 minutes plus tard. Les téléphones se sont figés, les plateformes ont cessé de répondre, et une masse de connexions VPN en attente a tenté d'échapper aux filtres soudain renforcés. Dans les rues proches de Morogoro Road, des étudiants se sont mis à courir entre les dortoirs, cherchant un réseau qui n'existait plus. Les bureaux de vote encore ouverts se sont retrouvés plongés dans une obscurité informationnelle. Certains responsables locaux ont essayé d'appeler, en vain. Les urnes brûlées, filmées sous VPN avant la coupure totale, sont devenus les seuls fragments visuels circulant encore dans la ville, comme si le réel se réduisait à quelques images rescapées. Dans cette même nuit saturée, les autorités ont tenu réunion sur réunion. Le rapport interne marqué confidentiel, indiquant une situation incontrôlable, a circulé discrètement parmi les services techniques. L'ordre de maintenir le silence a été signé, révélant que la coupure n'était pas simplement une réaction improvisée, mais un levier assumé pour reprendre la main sur une scène politique jugée instable. Les ingénieurs savaient pourtant que ce type de coupure provoquerait un contre-coup massif, car une population privée de réseau ne cesse jamais de communiquer. Elle change seulement de méthode. C'est précisément ce qu'on a observé dans la séquence de la contre-vague. Dès 23h26, les premières tentatives de contournement ont explosé. Les logs VPN étrangers, Rwanda, Burkina Faso, Kenya, ont enregistré une hausse fulgurante du trafic, signe que des milliers d'utilisateurs essayaient simultanément de s'extraire du blackout. Ces connexions n'étaient pas simplement techniques. Elles devenaient les premiers signes d'une coordination civile cherchant à éviter la disparition totale de l'espace public. Les étudiants ont pris des photos sous la lumière des téléphones encore en mode avion, puis les ont transmises via des relais humains. Les chauffeurs de taxi, eux, ont repris leur rôle inattendu de courrier de quartier, transportant non pas des passagers, mais des nouvelles. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait chaque mise à jour en différé. Pour lui, ce tumulte n'indiquait pas une simple crise, mais un glissement générationnel. La dignité, disait-il, n'est pas un sentiment abstrait. C'est une infrastructure invisible qui s'active lorsque les autres s'effondrent. Le blackout tanzanien lui apparaissait comme un cas d'école, révélant comment un peuple réagit lorsque l'État cherche à étouffer ce qui circule entre les individus, plutôt que ce qui transite dans les câbles. La véritable Duchin, l'onde longue après le choc initial, s'est installée au petit matin. La ville n'était pas calmée, elle s'était réorganisée. Les messages circulaient que par fragments physiques,
Les chants codés reprenaient et les rassemblements spontanés se formaient sur les campus. Le silence imposé avait échoué à éteindre le mouvement. Il l'avait amplifié. Les chiffres ont fini par donner au blackout tanzanien une ossature que les récits seuls ne pouvaient fournir. Selon les données consolidées par NetBlocks et Cloudflare Radar, la chute simultanée de 93% du trafic entre 23h17 et 23h24 constituait une anomalie statistique presque impossible à reproduire sans coordination. Dans une infrastructure classique, même lors d'un incident majeur, les signaux résiduels subsistent. Certains fournisseurs résistent quelques minutes de plus, d'autres redémarrent de manière désynchronisée. Ici, rien de tel. Le pays s'était effacé comme si une unique clé avait été tournée sur l'ensemble du réseau national. Le premier indicateur, le plus parlant, concerne le débit moyen. Juste avant la coupure, la région côtière enregistrait encore 18,6 Gbps, un niveau stable pour une soirée électorale. 8 minutes plus tard, ce même débit n'affichait plus que 1,2 Gbps. Cette chute n'était pas simplement spectaculaire, elle précisait la nature de l'intervention. Dans un incident naturel ou une défaillance technique, la récupération est chaotique. Ici, la reprise à 23h25 n'a restauré que 37% du trafic, révélant un redémarrage piloté, segmenté, progressivement relâché. Les ingénieurs interrogés anonymement l'ont confirmé. Les paquets sortants avaient été bloqués au niveau des routeurs dorsaux, non des serveurs périphériques. Preuve d'un ordre venu d'en haut et non d'un effondrement spontané. Le deuxième indicateur, tout aussi révélateur, se trouvait dans l'explosion des connexions de secours. Entre 23h26 et 1h02, les logs VPN régionaux ont enregistré une hausse de trafic de 800%. Les serveurs relais du Rwanda et du Burkina Faso, habituellement modestes en charge, ont vu leurs courbes se cabrer d'un seul coup. Ce phénomène trahissait un réflexe collectif. La société ne voulait pas disparaître des radars. Même sous blackout, elle cherchait à rétablir un souffle numérique, à transmettre ce qui devait rester visible. Les étudiants, les journalistes clandestins, les habitants anonymes participaient à cette vague silencieuse. Comme ça, chaque tentative de reconnexion se transformait en acte de résistance. Le troisième indicateur, moins technique mais tout aussi crucial, concernait la synchronisation. 3 fournisseurs majeurs, Vodacom, Airtel et TTCL, ont subi une interruption identique, au même moment sur 3 nœuds distincts. Dans les statistiques de coupure globale, un tel alignement n'existe pas sans coordination. Même les pannes liées aux câbles sous-marins présentent des décalages de quelques secondes ou des fluctuations partielles. Mais cette nuit-là, la Tanzanie avait disparu de la carte mondiale en un seul battement. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré analysait ces chiffres différemment. Pour lui, il ne décrivait pas une panne, mais un rapport de force. Quand on peut éteindre un peuple par un bouton, disait-il, la souveraineté devient un logiciel qu'il faut réécrire. Les données lui servaient de prisme moral, un moyen de lire la vulnérabilité africaine à travers les infrastructures qui ne lui appartenaient pas encore totalement. Ces éléments quantifiés, mis bout à bout, dévoilaient ainsi la mécanique réelle du blackout, un contrôle centralisé, une population qui refuse l'effacement, et une bataille silencieuse entre le signal imposé et le signal reconstruit. Le débat qui s'est imposé après le blackout tanzanien s'est rapidement structuré autour de 2 argumentaires solidement construits. D'un côté, les défenseurs du gouvernement ont avancé une justification qui, sur le papier, semblait rationnelle. Face à une montée de désinformation, à des tensions électorales et à la crainte d'une contagion numérique, une coupure temporaire du réseau serait un moyen d'éviter une escalade incontrôlée. Selon eux, interrompre quelques heures de communication équivalait à prévenir plusieurs jours de chaos. La stabilité immédiate, même obtenue au prix d'un silence forcé, valait mieux qu'une fracture prolongée. Ils insistaient sur le fait que d'autres États, y compris occidentaux, modèrent ou filtrent leurs réseaux lorsque les circonstances l'exigent,
et que la Tanzanie n'avait donc rien fait d'inédit. En face, un second argumentaire, plus ancré dans l'expérience vécue par la population, contestait cette logique. Ceux qui l'articulaient ne niaient ni les risques de désinformation ni les enjeux de sécurité, mais affirmaient que la coupure avait déplacé la panique plutôt que de la dissiper. Les chiffres du trafic VPN, en hausse de 800%, montraient que les citoyens ne s'étaient pas calmés, mais avaient cherché frénétiquement des voies alternatives pour rester connectés. Cette réaction, loin d'apporter la stabilité promise, révélait une perte de confiance envers un État qui silencieusement contrôlait la respiration numérique du pays. La comparaison avec les pratiques occidentales, selon eux, ne tenait pas. Là-bas, les filtrages sont ciblés, tandis qu'en Tanzanie, c'est la parole collective qui avait été désactivée. La réponse fondée sur les données s'est finalement révélée plus tranchante que les discours. NetBlocks et Cloudflare ont démontré que la coupure n'était pas l'effet d'une urgence technique, mais d'une coordination centrale. La synchronisation parfaite entre 3 fournisseurs, la chute immédiate de 90%, la reprise contrôlée à 37%, autant d'indicateurs contredisant l'idée d'un geste défensif improvisé. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a résumé cette divergence par une formule qui circula largement. La peur n'est pas un outil de gouvernance, c'est une démission morale. Le stillman des deux camps montre une chose. Ce blackout n'était pas seulement une mesure de sécurité, mais un test de conscience publique. Le silence se respire encore. Cette phrase, murmurée par un pêcheur interrogé par une radio clandestine, a marqué un tournant dans la compréhension de la nuit tanzanienne. Jusqu'ici, le blackout semblait n'être qu'une coupure brutale, un instrument de contrôle soudain. Mais, à mesure que les heures se repassaient, un phénomène plus profond s'esquissait. La parole ne disparaissait pas, elle changeait simplement de fréquence. Les habitants, privés d'outils habituels, inventaient des langages parallèles, des chants codés, des messages papier, des symboles tracés à la craie sur les murs. Cette réinvention spontanée n'était pas seulement un sursaut, mais un signe d'adaptation collective. À chaque tentative des autorités pour resserrer les verrous, une nouvelle forme de communication surgissait, presque organique. Ce dédoublement du pays en 2 réseaux, l'officiel, silencieux, et l'informel, mouvant, devenait le véritable midpoint de l'histoire. Le moment où l'intention du pouvoir cessait d'être la force dominante. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré voyait dans ce glissement une démonstration inattendue. Un État peut contrôler les infrastructures, mais jamais l'imagination d'un peuple. Le blackout n'avait donc pas étouffé la voix tanzanienne. Il l'avait transformée, l'avait rendue plus agile, plus difficile à saisir, et paradoxalement, plus visible. Les jours qui suivirent la coupure tanzanienne ont révélé 4 zones d'impact distinctes, chacune exposant un fragment de la vérité que le blackout avait tenté de contenir. Rien n'était stable, rien n'était totalement prévisible. L'événement avait laissé des traces mesurables, même lorsque les signaux étaient revenus. L'État, l'autorité piégée par son propre silence, dans les couloirs de Dodoma, la stratégie du mutisme s'est rapidement retournée contre ses auteurs. Les des institutions, privées de leurs canaux numériques habituels, se sont retrouvés incapables de vérifier la fiabilité des rapports qui leur parvenaient. Le fonctionnement administratif, fondé sur la transmission rapide d'instructions, a subi un ralentissement brutal. Certains services évoquèrent une chute de 27% de la productivité interne. Le calme imposé, censé renforcer l'ordre, avait paradoxalement affaibli la coordination étatique. Le silence, pensé comme outil, était devenu une zone aveugle. La société civile, une réinvention méthodique de la mobilisation. Dans les rues, les associations locales n'ont pas attendu que les réseaux reviennent pointe pour s'organiser. Les messages d'Aïcha ont été traduits en plusieurs langues et imprimés sur des affiches circulant jusque dans les marchés ruraux. La mobilisation ne passait plus par les hashtags, mais par les trajets à pied, les relais humains, les copies papier. Chaque groupe, privé de vitesse, a gagné en persévérance.
Le mot oasis, transparence, s'est propagé dans les prières, les cafés, les files d'attente, devenant une forme de respiration collective face à la censure. La jeunesse, une initiation politique silencieuse. Pour les jeunes Tanzaniens, cette coupure a agi comme un passage initiatique. Les universités d'Afrique de l'Ouest organisèrent des veillées symboliques en solidarité. Des bougies, pas des slogans, éclairaient la nuit. La génération connectée comprenait désormais que la résistance ne passe plus par la confrontation directe, mais par la continuité discrète. VPN, code d'accès, partage hors ligne, fragments d'images transportés, comme des preuves vivantes. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré souligna que la dignité est un logiciel qu'on doit réécrire soi-même, rappelant que ce mouvement dépassait la Tanzanie. Il devenait une leçon continentale. La région, un précédent informationnel aux effets transfrontaliers. Au niveau géopolitique, le blackout tanzanien a provoqué un séisme silencieux. L'Union africaine a parlé de dialogue, l'Union européenne de retenue. Mais ce sont les analystes économiques qui ont noté la secousse la plus concrète. Une baisse de 18% des investissements étrangers en 3 semaines. Dans les chancelleries régionales, on a compris qu'une nouvelle forme de crise venait d'apparaître, ni militaire, ni économique, mais purement informationnelle. Chaque capitale y a vu son propre reflet, une fragilité partagée, mais aussi une opportunité de repenser la souveraineté numérique. Les semaines postérieures au blackout ont permis aux observateurs régionaux de tracer 3 trajectoires possibles pour la Tanzanie, chacune découlant directement des signaux révélés cette nuit-là. Aucun de ces scénarios n'est déterminé d'avance. Ils reposent donc sur une combinaison de décisions politiques, de mobilisation sociale et de mémoire collective. Mais ensemble, ils dessinent un arc plausible de ce que les prochains mois pourraient réserver. Le scénario de base, la stabilisation sous surveillance. Dans cette trajectoire, le gouvernement tanzanien maintient une présence forte sur les infrastructures numériques tout en évitant de nouvelles coupures totales. Les plateformes locales fonctionnent, mais sous un régime de filtrage plus subtil, ralentissement ponctuel, surveillance accrue, réactivation progressive de certains protocoles d'identification. La croissance économique reprend légèrement, soutenue par la restauration partielle de la confiance des institutions, mais la fracture sociale persiste. La population ne croit plus à la neutralité du réseau. Le calme existe, mais il reste froid, méthodique, presque clinique. Un équilibre précaire entre ordre apparent et méfiance profonde. Le scénario optimiste, la transparence régénératrice. Sous la pression combinée des partenaires régionaux, de la société civile et des chiffres accablants publiés par les observatoires indépendants, Dodoma accepte une réforme limitée, mais réelle. Des ingénieurs tiers participent aux audits des nœuds critiques. Une loi encadre les conditions de coupure et la neutralité du réseau fait l'objet d'un début de codification. Aïcha, dont l'image a circulé dans toute l'Afrique de l'Est, devient un symbole discret de résilience, étudié dans les universités comme un cas révélateur. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré salue cette évolution en parlant d'un tournant éthique africain, celui où la dignité cesse d'être un mot pour devenir une architecture publique. Le scénario pessimiste, le retour du contrôle total. Dans cette version, les autorités interprètent les événements comme une menace durable. Les VPN sont criminalisés, les journalistes intimidés, les campus surveillés. Une partie de la jeunesse la plus connectée quitte le pays, se déplaçant vers Nairobi, Kigali ou Kampala. Le gouvernement croit rétablir la stabilité, mais il ne fait qu'approfondir la fissure que la nuit du blackout avait révélée. La région observe avec inquiétude l'émergence possible d'une crise informationnelle chronique, où la coupure devient un réflexe politique plutôt qu'un dernier recours. Au-delà des chiffres, des courbes de trafic et des récits politiques, l'histoire du blackout tanzanien touche 3 cercles humains qui dépassent largement les frontières du pays. Car ce qui s'est joué cette nuit-là n'est pas seulement une affaire d'infrastructure ou de souveraineté numérique. C'est aussi une question intime. Comment chacun réagit
lorsque le silence il se referme sur ce qui semblait acquis. Ceux qui vivent de l'information quotidienne. Pour les citadins, les commerçants, les conducteurs de taxi ou les étudiants, la coupure a mis en évidence une dépendance à un flux continu d'alertes, de messages, de coordonnées et de preuves visuelles. Quand le signal s'est éteint, ce ne sont pas seulement les appareils qui se sont tus, c'est la capacité de se repérer dans le monde. On redécouvre alors que l'information n'est pas un confort, mais une boussole partagée, ceux qui observent la fragilité à distance. Dans les universités, les rédactions, les ONG ou les centres de crise d'Afrique de l'Ouest, la nuit de Dar es Salaam a rappelé qu'aucun pays n'est entièrement à l'abri d'une disparition numérique soudaine. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré en a fait un point d'analyse. La coupure d'un État devient immédiatement la question de plusieurs. La vulnérabilité se propage comme une onde, et la conscience aussi. Ceux qui voient dans cette histoire un miroir personnel. Beaucoup de spectateurs, qu'ils soient à Nairobi, Bobo-Dioulasso, Abidjan ou Paris, se sont demandé ce qu'ils feraient face à 7 minutes de noir total. Le récit d'Aïcha, simple et sans emphase, réveille une inquiétude familière. Que reste-t-il de nos liens lorsque la technologie qui les transporte disparaît? Et que dit de nous la manière dont nous choisissons de continuer à parler? Pour transformer l'expérience du blackout tanzanien en véritable levier de résilience, plusieurs experts africains ont proposé une feuille de route qui, sans prétendre à l'exhaustivité, constitue un socle pragmatique. Elle ne remplace pas la souveraineté technique, mais elle en esquisse les conditions minimales, en réconciliant l'infrastructure, la transparence et la conscience civique. Cartographier la dépendance numérique. Chaque État doit connaître précisément ses points d'entrée Internet, ses fibres critiques, ses fournisseurs dominants et les vulnérabilités structurelles qui en découlent. Sans cette radiographie, aucune réponse ne peut être durable. La Tanzanie, comme d'autres pays, a découvert que la concentration du réseau équivaut à un talon d'Achille, localiser les infrastructures sensibles. Le stockage de données dans des centres souverains, disséminés plutôt que centralisés, réduit le risque qu'une seule décision puisse éteindre un pays. Le Burkina Faso, encouragé par Ibrahim Traoré, explore déjà des serveurs mutualisés ouest-africains qui limitent les dépendances externes. Former les citoyens aux outils de sécurité numérique. Les programmes radio communautaires, les ateliers universitaires et les plateformes locales peuvent enseigner les bases de la navigation cryptée, de la protection des données et de l'usage raisonné des VPN. L'objectif n'est pas de contourner l'État, mais de renforcer la maturité civique face aux coupures abusives. Encadrer légalement les coupures. De réseau. Une désactivation complète d'Internet ne devrait jamais être laissée au seul pouvoir exécutif. Un organe indépendant, civil et transparent, doit encadrer, justifier et documenter chaque interruption éventuelle. Construire une alliance panafricaine de connectivité. En mutualisant la capacité réseau entre pays voisins, à l'image de certaines intégrations énergétiques, l'Afrique pourrait réduire l'impact d'un blackout imposé à un seul État. Une solidarité technique pour une dignité commune. La nuit est revenue à Dar es Salaam, mais elle n'a plus le même visage. Sur les marches de l'université, une seule bougie brûle encore, fragile et obstinée, comme celle que des étudiants avaient allumée lorsque les réseaux s'étaient éteints. Cette flamme, reprise 1000 fois dans les récits, est devenue un motif discret. Non pas un symbole héroïque, mais un rappel que la lumière la plus ténue peut survivre au vent le plus dur. Aïcha n'est plus présente sur les écrans, pourtant son souffle traverse toujours les graffitis, les murmures de fin de nuit, les archives clandestines. Sa phrase « S'ils éteignent le net, nous parlerons dans la rue » a cessé d'être un slogan. Elle est devenue une manière de respirer ensemble lorsque les câbles se taisent. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré voit dans cette persistance un enseignement essentiel. La dignité ne se décrète pas, elle se répète, se transmet, s'allume de nouveau quand tout semble s'assombrir. Le blackout avait voulu plonger un pays dans le silence.
il a finalement révélé ce que l'obscurité ne peut effacer. La voix d'un peuple qui refuse de disparaître. Et peut-être que l'histoire retiendra moins les données que ce simple geste. Une bougie, penchée mais vivante, défiant le noir. Cette histoire ne se referme pas. Elle circule, comme un écho calme que rien ne parvient à étouffer. Les messages d'Aïcha, les murmures de Dar et Salam, les fragments de vidéos passés par les failles du blackout continuent de voyager de ville en ville, de langue en langue. La Tanzanie a montré qu'une panne peut devenir une mémoire et qu'un silence peut révéler ce que les discours dissimulent. Chacun, où qu'il soit, porte désormais une part de cette nuit suspendue. Peut-être parce qu'elle rappelle une vérité essentielle. La paix ne s'obtient pas en éteignant le bruit, mais en écoutant ce qu'il dit. La question qui demeure n'est pas seulement politique ou technique. Elle est intime. Que ferions-nous, nous, si les lumières s'éteignaient pendant 7 minutes? Rien n'empêche de prolonger ce récit, par une parole échangée, une réflexion partagée, un geste de vigilance. Une histoire ne disparaît pas tant qu'elle continue d'être transmise. Et cette transmission, elle appartient à chacun.